Bien, bonjour à tous. Donc, il est 10 heures, nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, la thématique de la matinée concerne les métaux stratégiques qu'on abordera d'un point de vue géopolitique. Je commencerai à parler du palladium et notre invité du jour, Guillaume Pietron, poursuivra en élargissant la discussion autour d'autres métaux stratégiques. On verra un petit peu les conséquences donc d'un contexte géopolitique extrêmement complexe, en particulier actuellement. Pour mon propos, il s'agira de voir les conséquences au niveau d'une industrie qui en est très tributaire, l'industrie pharmaceutique. Alors, le palladium est pourtant, malgré son rôle déterminant, vous allez le voir, dans une situation extrêmement délicate. Et je pense qu'il est important de partager un petit peu la situation de cet élément métallique. Alors, à quoi sert-il, tout d'abord ? Eh bien, pour commencer, il faut savoir que sa consommation mondiale représente environ 309 tonnes à l'année, réparties de façon assez inégale selon l'usage. L'usage principal du palladium, c'est le secteur automobile, qui en consomme à peu près 80%, en particulier dans les pots catalytiques des moteurs à essence ou moteurs hybrides, pour jouer un rôle qui est important, puisqu'on utilise donc, le palladium pour transformer des gaz toxiques, comme le gaz carbonyle ou les hydrocarbures, et les transformer donc, en gaz moins problématiques tels que le CO2. Au palladium s'ajoutent deux autres métaux de transition très proches, le rhodium et le platine, qui ont un rôle complémentaire, sont un petit peu moins abondants dans ces pots catalytiques. Ils ont pour rôle notamment de transformer les NOx, les oxydes d'azote toxiques, là aussi donc en gaz moins problématique, et là pas du tout l'azote. Donc voilà la grosse consommation que l'on fait du palladium. Mais c'est un élément clé dans d'autres applications, notamment dans l'électronique. Beaucoup de semi-conducteurs utilisent notamment le palladium. En chimie, c'est un catalyseur important, on va beaucoup y revenir aujourd'hui, où il est difficilement contournable, parfois pas du tout. Donc ça va être un facilitateur pour la production d'un certain nombre donc, de composés nécessaires à notre santé, à notre bien-être, pour la construction de matériaux particuliers. Il est également un peu utilisé dans les alliages dentaires, en bijouterie ou pour des secteurs mineurs. Donc on voit tout de suite l'usage majoritaire du palladium concerne quand même bien les pots catalytiques donc de nos voitures. Alors, au-delà de ces usages, quelle est la situation en termes de disponibilité de l'élément palladium ? Bien, je vais me référer aux données du BRGM, qui sont récentes, et qui avaient conclu que la surconsommation actuelle qu'on en fait, à cause justement de cette application automobile, laissait craindre une raréfaction de la ressource à l'horizon 2050. Vous pouvez imaginer que le passage au véhicule électrique allait au moins soulager la pression sur la ressource palladium. Vous avez vu que le tout électrique n'est pas forcément gagné en Europe. Donc il y a toujours cette crainte d'approvisionnement, je vais dire, en ressources palladiées. Il est clairement classé dans une situation de criticité donc par le BRGM. À double titre, dû à cette surconsommation que l'on fait dans le domaine automobile, mais pas que. Vous allez le voir aussi parce que cet élément métallique, en fait, est disponible dans peu de pays, et principalement dans deux pays sur lesquels on va revenir. Donc ça le met d'entrée dans une situation géopolitique complexe, une dépendance de deux pays qui ont la chance d'avoir dans leur sol un petit peu de palladium. Donc c'est une ressource qui est répartie de façon très inégale, et si on regarde de façon un petit peu plus précise comment il est réparti, eh bien, on voit donc que c'est la Russie qui est le principal producteur de palladium. Donc ça pose tout de suite le débat que vous imaginez. L'Afrique du Sud juste derrière, et puis de façon beaucoup plus anecdotique, d'autres pays tels que les États-Unis, le Canada et le Zimbabwe, mais avec des réserves bien inférieures. Donc on voit tout de suite la dimension de la dépendance vis-à-vis du principal producteur de palladium, donc la Russie. Donc c'est évidemment un sujet de préoccupation. Comment se passe cette extraction de palladium ? Eh bien, elle est concentrée, vous voyez, au nord, là ici, en Sibérie. Au-dessus,
en fait du cercle arctique, concentré sur la zone dite de Norilsk. Alors en fait, la complexité du palladium est due aussi au fait que ça n'est qu'un sous-produit d'un autre minerai. En fait, c'est un minerai qui est riche en nickel et en cuivre, dans lequel se trouve un petit peu de palladium. Combien exactement? Eh bien, donc sur 1 tonne de minerai, on arrive à récupérer 3 grammes de palladium. Donc ça pose tout de suite aussi une autre question. Exprimé autrement, 0,0003% en masse, c'est peu, mais ça a une telle valeur que finalement, eh bien, c'est le minerai qui est le plus exploité. C'est aussi le plus riche en palladium. Vous voyez à quel point cette ressource est quand même précieuse. Alors, autre difficulté, évidemment, c'est qu'on a du palladium qui est noyé dans un minerai où il y a du nickel et du cuivre, avec également d'autres éléments chimiques qui ressemblent beaucoup au palladium, que j'ai un petit peu cité dans les pots catalytiques, donc le rhodium et le platine. La difficulté majeure, quand on est un petit peu chimiste, c'est que nickel, cuivre, palladium, rhodium, platine ont une chimie qui est quand même assez proche. Et donc, aller chercher du palladium au milieu d'éléments qui lui ressemblent beaucoup est quand même d'une complexité évidente. Difficulté supplémentaire, c'est que ce palladium donc, est perdu dans un minerai qui est sous forme de sulfure. On va en voir très rapidement les conséquences quand on veut extraire ce palladium de ce minerai. Donc on imagine d'entrée que, vu cette situation de composition, aller extraire donc, du palladium va être extrêmement compliqué. Et oui, on peut le dire. Vous savez qu'en général, pour aller extraire un élément métallique dans un minerai, il y a en gros 2 grandes techniques. La pyrométallurgie, on va traiter le minerai à très haute température, donc très énergivore, ou ce qu'on appelle l'hydrométallurgie. On va attaquer le minerai par des milieux acides très corrosifs, souvent l'acide sulfurique, qui a posé des tas de problèmes de gestion après des effluents industriels. Alors là, on va combiner les deux, et la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, parce qu'on est face vraiment à une difficulté pour aller récupérer ce palladium. Donc, sans rentrer dans les détails de l'extraction du palladium, je cite quand même quelques étapes. Le minerai va tout d'abord être broyé très finement, et puis on va essayer, par la technique dite de flottation, eh bien, de concentrer les sulfures de nickel, de cuivre et également de palladium, rhodium et platine. C'est une première étape qui est absolument essentielle. Avoir un concentré, ces aimants métalliques de transition, ceux dont je vous ai dit, qui se ressemblent beaucoup. Elles ressemblent d'ailleurs tellement qu'ils sont tous associés au soufre. On dit qu'ils sont chalcophiles, ils aiment le soufre. Ils ont ce point commun au niveau de leurs propriétés chimiques. Donc, quand on a ce concentré donc de sulfure métallique, eh bien, on va passer ensuite à ce qu'on appelle la formation d'une matte, c'est-à-dire on va faire fondre en fait, ce concentré d'éléments métalliques à très haute température pour essayer donc d'en avoir une version la plus concentrée possible. Et puis après, on va obtenir une espèce de lait riche en silice qui a peu d'intérêt, donc qui va être mis de côté, et on va essayer d'aller chercher le palladium dans cette matte très concentrée en nickel et en cuivre. Alors comment? Eh bien, donc l'étape suivante, ça va être ce qu'on appelle donc une conversion suivie d'un raffinage. On va essayer d'éliminer le fer qui est présent dans le minerai, qui est assez indésirable pour ce procédé, et le soufre. Donc élimination du fer et du soufre. On obtient alors donc cette fameuse matte qui va être soumise à une opération de raffinage assez fin pour récupérer le nickel, qui a bien sûr un intérêt fort, on en a souvent parlé jusqu'à présent, et puis le cuivre, là aussi, bonjour, donc, qui est très important en fait, dans des tas d'applications que vous connaissez. À partir de ce moment-là, donc, on va essayer d'isoler ce nickel et ce cuivre d'un certain côté, et puis le reste, qui est ce qu'on peut appeler une boue anodique, va être ce concentré de palladium, de rhodium et de platine qu'on va alors attaquer en milieu très acide, soit en milieu acide chlorhydrique, pour essayer de les récupérer, mais de façon sélective. Donc il y a un traitement chimique assez long, successif, pour les récupérer de façon séparée. Donc attaque à l'acide chlorhydrique avec l'acide nitrique, donc vous voyez un petit peu quand même les rejets qu'on va occasionner. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est bien sûr la complexité de ce procédé, mais on verra donc cette richesse en soufre
qu'on va donc transformer lors de l'étape d'oxydation en dioxyde de soufre. C'est imparable, c'est le problème de tous les minerais soufrés, en particulier là. On va beaucoup revenir sur les problèmes environnementaux que pose cette étape. Donc toute cette transformation assez longue pour obtenir ce fameux palladium, associée à la vente bien sûr du nickel, du cuivre, est importante pour la Russie, puisqu'on évalue que ça représente à peu près 2% de son produit intérieur brut. Donc ça a bien sûr une grosse valeur économique. Alors parlons des problèmes qui sont sous-jacents derrière un tel procédé. Eh bien, le problème donc, numéro 1 que je vous exposais, c'est l'oxydation du soufre, du sulfure du minerai, en dioxyde de soufre. Alors, ce dioxyde de soufre est un gaz qui est extrêmement irritant, corrosif, qui pose des problèmes de toxicité, notamment pulmonaires, qui sont bien identifiés et qui sont produits en quantité massive lorsqu'on assure la fusion donc, de ce minerai soufré. On évalue à peu près la production par an de dioxyde de soufre à 1,6 jusqu'à 1,9 million en fait, de tonnes, ce qui est évidemment considérable. Donc, irritation pulmonaire, problèmes de santé associés pour ceux qui vivent dans cette région. Mais pas que. Il n'y a pas que le dégagement de SO2 qui a un impact direct. En présence d'humidité, de nuages, eh bien, ce SO2 va être transformé en acide extrêmement irritant, c'est-à-dire en hydrogène sulfureux qui va être aussi facilement d'ailleurs oxydé en acide sulfurique. Donc ça va former des pluies acides à grande échelle sur toute cette région minière qui va fortement impacter la végétation, qui va tout simplement être détruite. La végétation locale, la taïga, donc va être très affectée par la formation de ces pluies acides. Les problèmes en fait, de cette pollution sont tels qu'on les retrouve à longue distance jusqu'en Scandinavie. Donc vous voyez l'impact géographique donc, de la libération de dioxyde de soufre. Autre polluant donc, atmosphérique qu'il ne faut pas oublier au passage, il n'y a pas que le dioxyde de soufre. Bien sûr, quand on va broyer ce minerai et essayer de récupérer aussi le nickel et le cuivre qui ont leur propre valeur, on va libérer des poussières métalliques qui ne sont pas innocentes. Rappelez-vous, le nickel est quand même classé CMR, cancérigène, mutagène, réprotoxique. Il est loin d'être innocent. Et le cuivre est un problème pour la vie aquatique. C'est un poison de la vie aquatique. On dégage aussi, bien sûr, d'autres gaz problématiques, les fameux NOx, donc ces oxydes azotés, qui sont eux-mêmes extrêmement toxiques, associés aux poussières, aux composés sulfurés. Donc on imagine un petit peu l'ampleur de l'empreinte environnementale, de la toxicité et de l'écotoxicité du procédé. D'ailleurs, ceci est clairement avéré, puisque donc, la toxicité chronique pour les populations locales est malheureusement bien établie, avec la bioaccumulation de ces éléments métalliques en fait, dans toute la chaîne alimentaire, donc, qui est un vrai souci. Et vous verrez quelques chiffres donc, qui le traduisent. Alors, quand on prend un petit peu de recul, on voit que cette donc, industrie extrêmement impactante a quand même un objectif, c'est de produire ces fameux pots catalytiques pour transformer ces gaz toxiques de nos voitures en composés moins nocifs. D'un point de vue global, quand on y réfléchit, on a l'impression qu'on a résolu un problème, celui des pots catalytiques, en générant un autre, celui donc, de la production de ce palladium un petit peu à n'importe quel prix au niveau environnemental. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête. Est-ce qu'on a vraiment avancé en essayant de résoudre un problème en créant un autre? Alors vous allez voir malheureusement pas qu'un autre, savoir d'autres conséquences, et ce sera vraiment la deuxième partie de mon propos. On verra donc l'épuisement à tout crin de ce palladium pour les pots catalytiques de notre voiture est un véritable problème pour un secteur qui est peut-être moins consommateur, mais qui en a un besoin vital, on le verra, donc l'industrie pharmaceutique moderne. Donc tous ces sujets sont peut-être à réfléchir avec une vue un peu plus globale. Autre conséquence, il n'y a pas que la pollution atmosphérique donc, qui pose problème, il y a aussi bien sûr la dégradation des écosystèmes terrestres, donc avec, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces pluies acides qui vont condamner des milliers de kilomètres carrés de végétation à cause donc, des conséquences du dioxyde de soufre et des particules métalliques qui sont libérées.
Alors on parle clairement de paysages de forêts mortes dans donc toutes ces zones minières et au-delà. Et quand le sol est extrêmement dégradé et pollué, on en revient souvent à ce constat, on va progressivement entraîner la pollution des systèmes aquatiques. C'est un scénario malheureusement classique. De différentes façons, par les rejets industriels qu'on va donc générer, souvenez-vous, des attaques à l'acide sulfurique, des attaques à l'acide chlorhydrique et nitrique, pour aboutir à l'extraction de ces minerais, donc des rejets qui sont lourds de conséquences et qui sont très difficiles à traiter. Et puis un autre sujet qu'on connaît bien dans le cadre du traitement des minerais de type sulfure, c'est ce qu'on appelle le drainage mini-acide, qui est assez imparable. On a un minerai à base de sulfure, eh bien, par exemple du sulfure de fer qui est présent dans ce minerai, mais c'est propre à tous les sulfures. Simplement, dans le cas du fer, c'est très visuel. Eh bien, il y a une réaction évidente qui va être une réaction d'oxydation du sulfure, donc par l'oxygène de l'air et l'eau, qui va générer de l'acide sulfurique. Et donc, on se retrouve avec des sols qui sont très acidifiés. Le pH moyen est aux alentours de 2,5, ce qui est évidemment hyper acide et qui est un énorme problème pour la vie du sol, vous l'imaginez bien. Voilà, donc ce sont des problèmes à ne pas oublier. Alors, problème supplémentaire, des accidents industriels assez fréquents. Pourquoi ? Eh bien, vous avez vu, ces procédés sont extrêmement lourds et on peut reprocher, donc c'est officiel, donc ce n'est pas une découverte pour moi, un manque d'investissement dans l'infrastructure de l'exploitation de ce minerai qui a été l'occasion d'incidents donc détectés à l'échelle mondiale, avec notamment un exemple bien documenté en 2020 où un énorme réservoir de diesel de 21 000 tonnes s'est effondré, donc qui a été dispersé dans la rivière qui passe dans ce secteur minier, avec une pollution majeure supplémentaire. On a parlé de la pollution de l'air, de la pollution du sol, de la pollution de l'eau, et donc autre problème aussi récurrent dans cette situation, c'est la production de déchets qui sont extrêmement compliqués à gérer derrière. Bien, tout d'abord, la formation de scories, de résidus sulfurés. Pourquoi ? Bien, quand on regarde la teneur de nickel qu'il y a dans le minerai, on est à environ 1,29% de nickel en moyenne. Pour ceux qui ont participé à une présentation précédente, en fait, ce n'est pas mieux que le minerai de Nouvelle-Calédonie. Vous vous souvenez, on est un peu dans cet ordre de grandeur. On voit les déchets que ça va suggérer. Du cuivre à hauteur de 2%, les platinoïdes, avec ce fameux palladium et un peu de rhodium et de platine, ça veut dire que d'entrée, on va générer 96% de déchets, donc qui ne servent à rien du tout, auxquels il va falloir rajouter tous les déchets générés par les procédés de transformation du minerai. Donc oui, on génère des quantités de déchets qui sont donc très importants et qui sont une véritable problématique en soi. Ces dernières années, la Russie a essayé de progresser dans la capture du SO2 dégagé, qui a un impact énorme, en utilisant donc, des résidus basiques à base de calcium, ce qui a généré un autre déchet, des quantités considérables de gypse, du sulfate de calcium. Voilà, donc vous avez vu un petit peu donc, l'ensemble des problématiques générées. À quel prix on va chercher donc, du palladium dans ce minerai, qui est considéré comme le meilleur. Dernier élément qui permet un petit peu de faire le bilan sur ce procédé, c'est l'empreinte carbone de l'extraction du palladium. Comme vous l'avez compris, il va être très énergivore puisqu'on va fondre à très haute température par des procédés pyrométallurgiques le minerai très tôt pour le concentrer donc en cuivre et en nickel, donc beaucoup d'énergie qui vont encore dépendre des ressources fossiles qui sont présentes dans l'Arctique. Ça va être une autre conséquence environnementale. Et puis bien sûr, des procédés aussi durs vont contribuer à des émissions de gaz carbonique. C'est un peu moins bien documenté parce que c'est évidemment pas aussi redoutable que le dioxyde de soufre que j'évoquais tout à l'heure ou les NOx, mais c'est généré en quantité importante et donc structurellement forcément élevé. On imagine aujourd'hui, si je le compare par exemple à l'extraction d'1 kg de fer, eh bien extraire 1 kg de palladium, ça va générer 2600 fois plus de gaz carbonique. Voilà,
c'est un bilan aussi qui porte à réflexion. Alors la conclusion de l'extraction, en fait, de ce minerai est très claire. C'est un des sites industriels qui est les plus pollués au monde. Alors en Russie, c'est une évidence, c'est le plus pollué, mais ça reste un cas extrême de pollution. Donc qui pollue l'air, hein, comme je vous l'ai dit, on est quasiment à 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre générés par an. Les sols sont détruits, la végétation, bioaccumulation dans les sols, contamination parallèle de l'eau, avec une contamination chronique de toute la vie aquatique, mais également de la population, des accidents majeurs par manque d'investissement dans les infrastructures de l'installation, production de déchets en quantité considérable, on a vu pour quelles raisons, avec un petit effort quand même pour essayer d'atténuer le taux de dioxyde de soufre produit, mais globalement, le bilan est quand même assez triste. Sur le plan humain, c'est une évidence. L'espérance de vie des habitants est très inférieure à la moyenne russe, selon les données du CNES, 10 ans d'espérance de vie en moins. Voilà. Donc je pense qu'il faut bien accepter toutes ces informations pour comprendre à quoi conduit l'extraction de ce type de minerai. Il y a une évolution ces dernières années dans le traitement du minerai. Évolution avec deux interprétations différentes. Vous connaissez peut-être deux noms, parce qu'il est il s'exprime beaucoup. Vladimir Potanin, qui est le patron et le copropriétaire de cette fameuse mine en Sibérie, qui en 2022 a pris une grande décision. Pour lui, les sanctions infligées à la Russie pour soutenir l'Ukraine ont eu un impact sur son exploitation. Pour d'autres, on peut y voir d'autres explications. Pour lui, c'est ce qu'il a mis en avant, avec des sanctions financières qu'il n'a pas pu assumer, notamment la difficulté d'accéder à des crédits qui ont occasionné des frais supplémentaires qu'il ne pouvait plus assumer, en paiement d'intermédiaires, d'assurances, de commissions. Et il a choisi d'externaliser le traitement du minerai, de cuivre, de nickel, autres éléments présents en petite quantité que je n'ai même pas évoqués, cobalt, lithium, en Chine. Ce n'est pas forcément une nouvelle extraordinaire pour l'Europe, en tous les cas, c'est ce qu'il a décidé. Donc ça veut dire que le minerai est toujours extrait, mais il est transformé plutôt en Chine. Donc voilà un petit peu l'évolution de ces derniers temps sur ce qui se passe dans cette zone minière où ce minerai alimente beaucoup de nos activités quotidiennes. Maintenant, j'aimerais vous partager un petit peu les conséquences de cette situation, notamment cette possession du minerai dit le plus riche en palladium, sur ce que notre vie quotidienne et ce qui nous concerne, nous en Europe, et la relation qu'il peut y avoir entre cette extraction du palladium, l'importance de cette ressource, la dépendance de cette ressource pour un secteur qui, moi, me semble le plus important, l'industrie pharmaceutique. Pas le plus important en termes de quantité de consommation, mais le plus important pour tout simplement la vie humaine. Donc, quel est le lien avec l'industrie pharmaceutique ? Eh bien, vous allez le voir, j'ai fait faire une analyse un petit peu du domaine. Quelle est la relation entre le palladium et l'industrie pharmaceutique ? Le bilan de cette analyse sur les 4 dernières années, de 2020-2024, est très clair. 32% des nouveaux médicaments qui ont été agréés par l'Agence américaine du médicament, qu'on appelle la FDA, utilisent une catalyse au palladium, qu'on appelle dans le métier catalyse de type couplage croisé. C'est énorme. Un médicament sur 3 récemment agréé a besoin de palladium dans sa production. C'est considérable, on n'en a pas toujours conscience. Alors pourquoi ? La catalyse au palladium, en fait, est une chimie qui est assez récente, qui est due notamment à ces 3 auteurs qui ont reçu le prix Nobel en 2010, Eck, Negishi, Suzuki, qu'on connaît bien quand on est chimiste, qui a été une véritable révolution en chimie, qui a permis de créer des liaisons carbone-carbone par des méthodes extrêmement douces, très élégantes, qui ont besoin de cette catalyse au palladium. Donc c'est une étape importante pour créer des molécules, notamment des molécules complexes, comme le sont les principes actifs de nos médicaments. Autre problème que cela occasionne, cette catalyse au palladium
donc qui est indispensable pour construire des médicaments. Et quand on a pris conscience de la vulnérabilité d'accès à la ressource palladium, beaucoup de chercheurs ont fourni des efforts pour essayer de savoir si on ne pourrait pas remplacer le palladium par d'autres éléments catalytiques qui lui ressemblent. Je parlais tout à l'heure du nickel, du cuivre, qui ressemblent au palladium, qui sont aussi présents d'ailleurs dans le même minerai. Eh bien, la réponse a été non. Et pourtant, la communauté scientifique a vraiment travaillé très en profondeur sur ce sujet. On n'arrive jamais à remplacer le palladium dans ces scénarios. Et quand on croit l'avoir remplacé, mais en fait, c'est un leurre. Donc, c'est très bien documenté dans un bel article de Nature qui a été traduit et un peu plus vulgarisé pour la science, qui parle de la malédiction du palladium. Ainsi, certains chercheurs qui pensaient avoir trouvé une catalyse au nickel se sont rendus compte qu'il y avait des petites traces de palladium dans le nickel qui avaient fait avancer la réaction. D'autres avaient utilisé le palladium pour construire le ligand qu'il y a autour du palladium. Et c'était ça qui avait servi de catalyseur. Le bilan est assez simple. On n'arrive pas à remplacer cette catalyse au palladium. C'est un élément chimique à part, très particulier. Et le substituer pour réduire notre dépendance au palladium n'est pas possible. Il faut aujourd'hui l'admettre. Comment ça se passe au niveau de l'industrie pharmaceutique? Quelles en sont les conséquences? Eh bien, je vais vous partager une analyse qui a été publiée par un chimiste qui s'appelle Thomas Fuchs, qui travaille dans la plus grande industrie pharmaceutique mondiale, chez Merck, et qui a publié des chiffres qui sont extrêmement parlants. Donc, il a publié des résultats sur la production d'un principe actif, d'un médicament, sur une production à hauteur de 3 kg. 3 kg de ce principe actif coûte 250 000 $. Donc, c'est énorme. Ça vous explique le prix de certains médicaments. Il a étudié ce qu'il y avait derrière ces 250 000 $. Il faut savoir que 100 000 $ sont dus au seul coût du catalyseur au palladium. Or, vous vous souvenez de ce qu'est un catalyseur, hein, c'est quelque chose qui va accélérer une réaction, hein, qui va être un booster de réaction chimique. On en utilise très peu dans une réaction, très peu pour produire beaucoup. Hein. Donc ça coûte extrêmement cher, c'est presque, on n'est pas loin de la moitié du coût du principe actif final. Avec une difficulté pour l'industrie pharmaceutique, cette dépendance vis-à-vis de la Russie est très difficile à assumer parce que le prix varie tout le temps. Il est très élevé, hein, ça coûte plus cher que l'or, mais il varie tout le temps. Extrêmement difficile à gérer d'un point de vue financier. Mais à l'époque, c'est assez récent, hein, ça a 3-4 ans, où il a publié ces données, donc on était à hauteur de 100 000 $ rien que pour le catalyseur. Autre coût important, qui est un gros problème de la catalyse au palladium, c'est le séparer du principe actif. On va le voir, hein, le palladium a la mauvaise idée de s'accrocher à la molécule qu'on synthétise, au futur médicament. Alors, quand on est dans le secteur pharmaceutique, la réglementation est évidemment très stricte, et heureusement, et donc séparer le catalyseur du principe actif quand il est produit est extrêmement difficile et coûte 30 000 $. Oui, mais la somme donc, de ces deux entrées dues à la catalyse au palladium, 130 000 $, c'est un peu plus de la moitié du principe actif. Donc, qui après va devenir ce médicament juste après formulation. Donc, c'est considérable et ça explique en grande partie le coût très élevé de ces médicaments récents. On va essayer de comprendre pourquoi un catalyseur au palladium coûte si cher et pourquoi ces traitements du principe actif à la fin sont si onéreux également. Voyons tout d'abord le premier problème. Pourquoi un catalyseur au palladium a un coût aussi élevé? Comment peut-on l'expliquer d'une façon simple mais précise? Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est un catalyseur au palladium. Donc, bien sûr, au centre du catalyseur, vous avez évidemment l'élément palladium qui vient de l'extraction minière que je vous ai exposée, donc principalement en Russie et un petit peu en Afrique du Sud aussi, mais avec des scénarios, des méthodes d'extraction qui sont très proches. Donc, une extraction minière et des transformations métallurgiques extrêmement lourdes pour obtenir un palladium le plus pur possible, pour qu'il puisse être un catalyseur actif pour produire les principes actifs pharmaceutiques. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Le catalyseur au palladium, ça n'est pas que du palladium. Pour qu'il soit actif, il est entouré, vous le voyez au moins par l'espace que ça représente, de ce qu'on appelle en interne dans notre domaine des ligands. Ce sont des molécules organiques qu'on a synthétisées
à haut coût aussi, ce sont des molécules assez sophistiquées, donc qui vont activer le catalyseur lui-même, le rendre soluble pour la réaction de production en fait, du principe actif. Donc c'est un ensemble palladium associé à ces ligands. Voilà comment, toutes ces dernières années, on a travaillé autour de la catalyse au palladium pour essayer de produire donc, ces médicaments donc, complexes et utiles. 3 conséquences directes de cette façon d'imaginer, de designer la production de principes actifs dans l'industrie pharmaceutique. Tout d'abord, évidemment, premier entrant, le palladium, dont on a vu qu'il coûtait très cher, pour des raisons de production, certes, de peu de ressources, mais aussi, bien sûr, d'un contexte géopolitique extrêmement délicat. Donc, il coûte très cher avec les fluctuations que j'ai laissées sous-entendre, qui sont extrêmement difficiles à assimiler. Mais les ligands qui sont autour de ce palladium coûtent cher eux aussi, sont de plus en plus complexes et sophistiqués. Ils ont un coût non négligeable. Et une autre conséquence à laquelle on n'a pas trop pensé ces dernières années, c'est que l'association du palladium avec les ligands rend ce catalyseur non recyclable, ou dans des conditions qui sont extrêmement complexes, peu rentables, très coûteuses et qui sont pour la plupart du temps non mises en œuvre au niveau industriel. Donc, on est face à un paradoxe, on n'arrive pas à recycler ce catalyseur au palladium, alors que le palladium est une ressource hautement stratégique. Deuxième problème, eh bien, je vous ai dit, c'est comment purifier le produit donc pharmaceutique pour le séparer du catalyseur quand le catalyseur a fait son travail. Eh bien, ceci coûte cher. Pourquoi ? Eh bien, on sait bien en chimie que le palladium a une énorme affinité pour tout atome d'azote. C'est une affinité naturelle qui s'explique très très bien chimiquement. Pas très loin du soufre qu'il y a dans le minerai au départ. Il y a des analogies de comportement. Donc, quand le palladium voit de l'azote, il a tendance à s'accrocher sur l'azote, on a beaucoup de mal à le séparer. Or, dans les molécules pharmaceutiques, eh bien, il y a énormément d'azote. Je vous montre ici l'exemple d'un agent anticancéreux récent qui est typique, plein d'atomes d'azote partout sur la structure. Donc quand on s'intéresse vraiment à des molécules pharmaceutiques, on est exposé à cette difficulté de façon magistrale. Quand on va préparer la molécule, ce n'est pas le principe actif qu'on va avoir, c'est un principe actif qui est complexé par une dizaine d'atomes d'azote. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à séparer. On peut y arriver bien sûr, mais ça coûte extrêmement cher, donc ça en rajoute au prix du médicament final. Alors face à ces situations donc délicates, eh bien, donc nous avons entrepris d'essayer de résoudre ces gros problèmes en essayant de repenser la catalyse au palladium. Comment ? Apprendre à s'affranchir du ligand, donc qui pose le problème, bien sûr, du coût de préparation du catalyseur, mais surtout de l'incapacité ou de la difficulté à recycler le catalyseur à cause de ce ligand qui entoure le palladium. C'est facile à dire, mais ça fait quand même de nombreuses années qu'on travaille de cette façon-là, et le remplacer est un véritable défi. Essayer d'avoir une activité catalytique pour les molécules pharmaceutiques qui ne sont pas tant travaillées que ça, finalement, au niveau recherche. Quand on fait un nouveau catalyseur au palladium, on l'étudie toujours sur des modèles simples, qui sont très loin de la difficulté des molécules d'intérêt pharmaceutique. Et je vous ai dit, à cause de leur abondance en atomes d'azote qui vont immédiatement s'accrocher au palladium. Et ça ne veut pas simplement dire qu'on va avoir des problèmes de purification. À chaque fois que ces atomes d'azote, de ces principes actifs, se complexent au palladium, ça va aussi le désactiver. Il sera moins réactif. Donc on va en utiliser encore plus. Donc c'est un cercle vicieux dont on ne sort pas. Donc il faut en plus maintenir une activité catalytique du palladium, mais avec la plus faible quantité possible, limiter cette désactivation par les atomes d'azote des principes actifs. Réfléchir à une façon donc beaucoup plus efficace, moins coûteuse donc, de séparation après du principe actif du catalyseur, apprendre à le recycler, ça paraît évident dit comme ça, mais c'est un vrai défi. Donc le recycler en fin de production du principe actif, c'est absolument indispensable dans le contexte actuel pour le réutiliser un maximum de fois et réduire notre dépendance vis-à-vis de la ressource. Mais bien sûr, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. En essayant de s'inscrire
dans ce qu'on qualifie de démarche éco-responsable qui va essayer d'appréhender l'impact environnemental de chaque opération. Et ça, c'est ce qu'on fait en développement, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, ou LCA en anglais, donc réfléchir à chaque poste de transformation pour maîtriser donc l'impact de ces opérations sur l'environnement. Alors, comment est-ce possible ? Donc, par rapport au procédé traditionnel, la stratégie qui est en cours de développement aujourd'hui, c'est de partir de ressources naturelles, végétales, des plantes trop abondantes. On en a vu une la semaine dernière pour ceux qui viennent donc régulièrement. Là, c'en est une autre, une ressource végétale qui, de par sa constitution, a une affinité pour le palladium, une affinité naturelle qu'on peut prévoir chimiquement. Pourquoi ? On va la transformer en poudre végétale et la placer, vous le voyez, dans une colonne, récupérer des effluents industriels de l'industrie pharmaceutique. On va récupérer ces effluents, les faire passer sur cette colonne remplie de poudre végétale qui a une affinité pour le palladium, qui va donc se gorger de palladium, le retenir fortement, de façon à, d'une part, avoir une poudre végétale très riche en palladium, et ensuite, donc un effluent qu'on peut rejeter dans l'environnement qui répond aux normes de rejet. Tout ceci nous donne un matériau naturel enrichi en palladium qu'on traite alors très sobrement pour produire un nouveau catalyseur, pour produire ses principes actifs, mais qui cette fois-ci est donc d'origine végétale et plus d'origine minière. Ce qu'on appelle un éco-catalyseur, qu'on on abrège sous le nom donc d'éco-palladium. Un nouveau matériau, on a du palladium donc, qui est dispersé sur une poudre végétale. Et la grosse question est de savoir si ce système va pouvoir avoir une activité qui est au moins au niveau du catalyseur d'origine minière pour préparer en fait, ces cibles pharmaceutiques, ces principes actifs donc, qui sont nécessaires à l'industrie pharmaceutique. Donc, ce qu'on résume très rapidement sous forme de schéma nécessite beaucoup d'efforts que je vais donc essayer de vous exprimer de façon imagée pour qu'elle vous parle bien. Il s'agit d'aller chercher une ressource végétale que certains connaissent. Son nom chimique, c'est Ludwigia peploides. Son nom plus commun, c'est la Jussido, qui est une plante envahissante en milieu aquatique, qui envahit, on va dire, la moitié de la France, des cours d'eau français. Donc, d'un point de vue géographique, de la Loire jusqu'au sud. Donc, une plante redoutable. Donc, on a fait venir d'Amérique du Sud parce qu'on l'aimait beaucoup en aquariophilie. Aujourd'hui, elle s'est échappée dans l'environnement. Le réchauffement climatique le convient très bien. Elle est classée officiellement par l'Union européenne de plantes exotiques envahissantes. Et donc, elle étouffe la vie aquatique par manque d'oxygène, par manque de lumière, et elle gêne considérablement les services rendus par les cours d'eau. Donc, le travail qui est réalisé, c'est d'essayer donc, de prélever un maximum de cette plante envahissante pour soulager la pression qu'exerce cette plante aquatique sur la biodiversité, et puis de la rapatrier avec un maximum de précautions, sans aucun échappement de cette plante, puisqu'elle peut proliférer, un petit morceau de racine, c'est une cause de reprise, et la rapatrier, en fait, donc bien à l'abri, la faire sécher et la transformer sous forme de cette poudre si précieuse qui a de l'affinité pour le palladium. Donc ce sont des opérations qui sont réalisées à grande échelle, et après, qui sont étudiées chimiquement. Comment ? On utilise cette poudre précieuse, vous voyez qu'on introduit dans cette colonne, à travers donc, un système qui est complètement automatisé, donc qui va prélever l'eau qui vient d'un effluent industriel à travers ces colonnes métalliques que vous voyez ici, et on étudie tout ce qui se passe à l'intérieur de ces colonnes métalliques. On fait plein de prélèvements qu'on étudie d'un point de vue analytique et qui nous permettent d'affiner le procédé, d'avoir un maximum d'efficacité pour retenir ce palladium des effluents industriels pharmaceutiques. Et les résultats sont surprenants. La nature fait souvent très bien les choses, puisque ces poudres végétales donc, vont capter des quantités très importantes de palladium, quasiment 60 mg de palladium par litre d'effluent, ce qui est énorme, ce qui permet d'avoir vraiment une poudre végétale, une véritable éponge à palladium très concentrée en cet élément. L'autre intérêt de ces poudres végétales, c'est que la capacité à capter le palladium en solution est extrêmement rapide. Ça ne dure que quelques minutes.
Donc c'est une méthode qu'on imagine bien déployée à très grande échelle, extrêmement efficace. Après, les difficultés arrivent. On a donc cette poudre végétale gorgée de palladium, un nouveau matériau qu'il faut comprendre, qu'il faut caractériser pour que ce soit un catalyseur en chimie, que ce soit un outil très efficace pour construire un médicament. Donc ça demande d'étudier ce matériau nouveau par des techniques de chimie des matériaux qui vous intéressent peut-être moins, mais ceux qui sont plus spécialisés dans le domaine auront peut-être des questions à poser tout à l'heure. Donc ce sont vraiment de nouveaux catalyseurs qui n'ont rien à voir en termes de structure avec le catalyseur d'origine minière russe. C'est ça qui est intéressant. Le fait d'être passé par la plante génère des structures tout à fait nouvelles et une réactivité nouvelle. Mais l'élément le plus important, l'élément majeur, au-delà de la structure chimique, et on peut le voir de façon imagée, c'est que cette plante envahissante qui a capté le palladium génère un matériau qui visuellement est extrêmement intéressant. Vous voyez plein de petites taches blanches ici, qui sont des nanoparticules de palladium toutes petites, entre 2 à 4 nanomètres, donc c'est tout petit. En chimie, ça fait plaisir, ça laisse supposer qu'on va avoir une activité intéressante, sauf que d'habitude, cette petite nanoparticule mise en solution a une mauvaise tendance, c'est de s'agréger et de faire des espèces de pelotes de palladium. Ça fait que tout ce qui est au cœur de la pelote est inaccessible, elle va être perdue dans la réaction chimique. Et bien là, c'est différent. Ces petites nanoparticules de palladium sont bien dispersées, bien stabilisées sur tout ce que vous voyez en gris. Et ce qui est en gris, ce sont tous les éléments minéraux physiologiques de la plante qui permettent de stabiliser ces nanoparticules qui ne vont pas s'agréger. Donc c'est un catalyseur idéal qui est supporté naturellement en fait, par les éléments minéraux de la plante. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et eh bien, je vais vous montrer un exemple de l'intérêt de ce matériau pour produire un principe actif pharmaceutique. Un exemple concret pour synthétiser un médicament qu'on appelle l'ABT239. C'est une molécule qui est produite par les laboratoires Abbott, qui sert en fait dans certaines maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une molécule que l'on connaît. C'est un exemple typique d'une molécule qu'on ne sait faire que par une catalyse au palladium. Vous voyez la synthèse ici, et là la matière première. Pour les chimistes qui sont présents dans la salle, la réaction de couplage croisé, c'est une réaction dite de Sonogashira. Ça veut dire qu'il faut 2 catalyseurs. C'est une réaction complexe. Il faut du palladium et du cuivre. Une réaction compliquée. Donc, dans le procédé du laboratoire Abbott, donc, le catalyseur au palladium est utilisé à hauteur de 1 mol%. Si vous voyez le procédé avec l'éco-catalyseur, on est à 0,1 mol%. On a divisé par 10 la quantité de palladium nécessaire. Au prix où ça coûte, c'est évidemment une bonne nouvelle. Je vous avais expliqué tout à l'heure les ligands. Donc ici, c'est un ligand phosphoré, c'est quelque chose d'assez classique, est nécessaire pour cette catalyse au niveau du procédé industriel actuel. Donc ça pose 2 problèmes. D'une part, la toxicité de ce ligand, qu'il ne faut quand même pas oublier, et il va gêner, voire empêcher la recyclabilité du catalyseur au palladium. Dans le procédé qui passe par l'éco-catalyse, aucun ligand n'a été nécessaire. Donc ça laisse supposer qu'on va réussir à le recycler. Il y a ici 2 mol% de cuivre, ce qui est importante quantité de cuivre. Alors le cuivre pose moins de problèmes que le palladium, mais il en pose un quand même. Il est toxique pour la vie aquatique. Moins on en utilise, mieux ça vaut. Bien, dans le procédé avec l'éco-catalyseur, le cuivre n'a pas été nécessaire. La base utilisée, c'est comme ça dans cette réaction de couplage, il faut une base, n'est pas innocente d'un point de vue, je vais dire, de toxicité, alors que dans le procédé qui utilise l'éco-catalyseur au palladium, on a une base d'origine naturelle. De même, les solvants, qui sont souvent un problème dans les procédés de chimie, vous le savez, on en utilise beaucoup et posent souvent des problèmes de toxicité, peuvent être remplacés par des solvants qui sont inoffensifs et complètement biosourcés, qui sont d'ailleurs des facilitateurs dans la réaction ici. Mais la grosse différence qu'on voit aussi, c'est le temps de réaction.
Cette réaction de couplage dure 40 heures, c'est une réaction difficile. Dans le cas du procédé éco-catalyseur, donc d'origine végétale, on est à une réaction qui donc va durer 4 heures, donc 10 fois plus rapide. Et le dernier pari est réussi. On a enfin réussi à faire un éco-catalyseur qui peut être recyclé, et ici, au minimum 4 fois, sans perte d'activité. Donc on voit l'intérêt de repenser un petit peu ces gros problèmes de synthèse de l'éco-catalyseur au palladium qui permet de répondre au moins en partie à cette dépendance vis-à-vis du palladium en consommant beaucoup moins et en étant capable de le recycler par une réaction très efficace qui montre quoi ? Finalement, on est capable de concilier, malgré les idées reçues, des bénéfices économiques, une réduction de notre dépendance en ressources problématiques avec un bénéfice écologique associé, non pas seulement parce que ce procédé a une empreinte environnementale donc allégée, bien moins forte que le procédé traditionnel, mais souvenez-vous, on a été capable de capter le palladium d'un effluent industriel grâce à des poudres végétales qui viennent de ressources végétales qui sont devenues problématiques à cause de notre maladresse, des espèces végétales, aquatiques, exotiques, envahissantes. Donc aujourd'hui, cette démarche est appliquée à 2 scénarios qui posent eux-mêmes des problèmes géopolitiques un petit peu différents, mais qui visent la souveraineté sanitaire de la France et de l'Europe. Je vous l'ai exposé avec le palladium et donc toute sa complexité actuelle, en revisitant la préparation de ces principes actifs à l'aide de médicaments juste agréés qui nous servent de modèle en fait dans ce travail. On voit donc qu'on peut travailler différemment. Et aujourd'hui, toute cette démarche est en train d'être transposée, un sujet dont vous entendez certainement beaucoup parler, les médicaments dits prioritaires. Là, c'est un petit peu différent. Ce ne sont pas les médicaments juste agréés, ce sont plutôt des médicaments anciens, mais qui ne sont plus produits en Europe, qui sont produits exclusivement en Asie, en Chine et en Inde, et qui posent un problème d'approvisionnement, à tel point que donc, le gouvernement français en a fait une liste de 195 médicaments qui sont parfois en pénurie, vous en avez certainement, je pense, entendu parler, ou en risque d'approvisionnement avéré, puisqu'on est complètement dépendant du continent asiatique. Donc l'idée est d'adopter la même démarche, de repenser leur mode de production, où il y a toujours un catalyseur métallique utile dans ces procédés, de le repenser avec non pas une dépendance minière, mais un recyclage par ces voies végétales que je vous ai présentées, pour essayer de concilier, là encore, bénéfices économiques et bénéfices écologiques et environnementaux. Voilà. Donc ce programme est soutenu financièrement par France 2030 et le CNRS. Et voilà, j'espère vous avoir intéressé sur l'ensemble de ce sujet.